Vous êtes bien sur la RTG, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Banque mondiale remet un important lot d'équipements au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le coût est estimé à plus de 2 milliards de francs guinéens. Et puis la Guinée décroche près de 60 millions d'euros pour la construction de 5 ponts dans le Grand Conakry, un financement du gouvernement hollandais pour désenclaver plusieurs quartiers de la capitale. Enfin, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi s'active pour moderniser les programmes de formation et les rendre plus attrayants. Une belle expérience est en cours en ce qui concerne la filière menuiserie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal qu'on démarre par ces décrets. Décret D 2023-0051 PRG CNRD SGG portant création, attribution et organisation du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, un comité dénommé Comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Article 2. Le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a pour mission de suivre, d'orienter et d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée. Article 3. Le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition comprend le comité de pilotage, le comité technique. Article 4. Le comité de pilotage est chargé de s'assurer de la mise en œuvre des activités relatives au chronogramme de la transition et réformes politiques et institutionnelles. À ce titre, il est chargé de définir les orientations politiques et stratégiques portant sur la méthodologie de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et de rendre compte de ces activités au Premier ministre, chef du gouvernement. Article 5. Le comité de pilotage est composé comme suit. Président, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Membres, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, la ministre de l'Information et de la Communication, un représentant du CNT, le directeur de cabinet de la primature. La ministre de l'Information et de la Communication est chargée d'assurer le secrétariat du comité de pilotage. Article 6. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par mois et si nécessaire sur convocation de son président. Article 7. Sont invités à prendre part aux travaux du comité de pilotage en qualité d'observateurs les représentants des organisations ci-après: la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'Union africaine UA, les pays membres du G5 Guinée. Article 8. Le comité technique est placé sous l'autorité du comité de pilotage. Il est chargé de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités liées aux réformes politiques et institutionnelles et au chronogramme de la transition, concevoir une méthodologie et des outils informatisés de suivi des activités du chronogramme de la transition, rendre compte régulièrement de ces activités au comité de pilotage, mener toute autre activité en rapport avec ses attributions à la demande du comité de pilotage. Article 9. Le comité technique est composé comme suit. Président, le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Membres, le conseiller juridique du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, la directrice des affaires politiques et de l'administration électorale du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le directeur général de l'administration du territoire, un représentant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, un représentant du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, deux représentants du Conseil national de la transition, un représentant de la primature. Article 10. Le comité technique se réunit une fois par semaine sur convocation de son président.
Le secrétariat du comité technique est assuré par la directrice des affaires politiques et de l'administration électorale. Article 11. Sont invités à prendre part aux travaux du comité technique en qualité d'observateurs les organisations ci-après: la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, UA, les pays membres du G5, Guinée. Article 12. Les frais de fonctionnement du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition sont imputables au budget du retour à l'ordre constitutionnel. Article 13. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 février 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya. La plénière délocalisée du CNT à Mamou a permis aux conseillers nationaux, avec à leur tête le président du CNT, de se rendre au domicile de El Hadj Boubacar Biro Diallo. Ils sont allés demander de sages conseils auprès de l'ancien président de la 6e législature. À 101 ans, El Hadj Boubacar Biro a saisi cette opportunité pour appeler les Guinéens à l'union dans la sincérité. Compte rendu Abdoulaye Ningilande Diallo. Dans le quartier Poudrière à Mamou, vit El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de la 6e législature. Dans ces locaux, Dr Dansa Kourouma et sa suite viennent traduire la reconnaissance de l'institution législative de la transition à ce centenaire qui a marqué l'histoire sociopolitique de la Guinée. Cette visite revêt un double enjeu: profiter de la riche expérience de ce grand commis de l'État et bénéficier des sages conseils de ce patriarche et grand réformateur de l'administration parlementaire. Vous savez, ce que Dieu a dit, il ne le dit pas par plaisir, mais par conviction. Il a dit que quiconque fait un bien, si petit soit-il, il verra ce bien qu'il a fait et il recevra la récompense. Il faut être convaincu que ça, c'est la réalité. Donc, ce que je demande à tous mes compatriotes, c'est d'être très honnête, très sincère envers soi-même, avant d'être sincère envers les autres. Je les remercie donc pour avoir fait le déplacement et assisté à cette réunion. Que Dieu nous accorde une longue vie, qu'il nous accorde des enfants dignes de nous, respectueux, que Dieu sauve la Guinée, qu'il protège la Guinée. J'ai parcouru tout le monde, il n'y a pas où je n'ai pas été. Mais ce que Dieu a donné à Guinée comme bien, il ne l'a donné nulle part. Nulle part. Le passage d'El Hadj Boubacar Biro Diallo à la tête de l'Assemblée nationale a permis de poser les bases solides d'une institution forte et crédible. La sincérité et la rigueur dans les rapports sont les vertus qui ont toujours caractérisé cette bibliothèque vivante. Nous devons tous remercier Dieu et être honnêtes, très honnêtes. Rien ne paye que l'honnêteté. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un ce que je n'ai pas pensé. Ma devise, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, à qui que ce soit, et quel qu'en soit le prix. Par cette rencontre, ces sages et érudits réunis autour du Khalife du Fouta Djallon réaffirment leur soutien aux actions déjà engagées par les autorités de la transition, notamment dans le cadre de la refondation de l'État et la rectification institutionnelle prônée par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces sages ont saisi cette opportunité pour implorer la grâce divine par la lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition que traverse la République de Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience un groupe d'affaires
un groupe d'hommes d'affaires singapouriens. Au cœur des échanges, les sujets liés au renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, la formation des cadres et plusieurs autres secteurs allant dans le sens du développement. Le chef de la mission s'est prêté aux questions de la presse. On l'écoute au micro de Ousmane Bangoura. Well, I had the honor of meeting with the Prime Minister. J'ai eu l'honneur d'être recevoir par le Premier ministre. Donc on a échangé sur le développement économique et aussi sur les secteurs clés comme les ressources humaines, le développement des ressources humaines et aussi le développement durable et économique. Au niveau du développement des ressources humaines, donc on a échangé avec le Premier ministre et on est tombé d'accord qu'on va faire une coopération au niveau de formation des formateurs et aussi former au niveau des formateurs au niveau agricole. J'espère qu'on a aussi échangé aussi que la coopération existante au niveau de la formation des fonctionnaires puisse être continuée. Can continue. La rencontre internationale sur le salon halieutique au Maroc a pris fin. Après 5 jours d'exposition, la délégation guinéenne retourne au pays sur de bonnes notes. Depuis Agadir, Mariam Kamara nous parle des dernières actions de cette mission. Suivez. Les rideaux se referment sur la 6e édition de la rencontre internationale halieutique. Durant 5 jours, la Guinée a fortement marqué sa présence. Le stand, lui, a attiré de nombreux visiteurs. L'exposition des produits maritimes et les échanges ont permis de mieux faire connaître le potentiel de pêche du pays. Ils ont été de nombreux les prospects d'éventuels partenariats pour les cadres du département, des promoteurs de pêche ou des femmes marieuses venues à cet effet. Et parmi les partenaires au premier plan, en tout cas durant ce salon, il y a la COMAFAT, qui est une organisation sous-régionale. Au nombre aussi de ces partenaires figure l'ANDA, qui est un peu l'équivalent de l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, mais pour le Maroc, qui développe une aquaculture marine. On pourra développer de bonnes perspectives pour rendre beaucoup plus efficiente notre stratégie. Pour nous, venir au Maroc, ça permet de résoudre plusieurs problèmes. Notamment, le premier d'abord, c'est l'aménagement d'espaces dédiés à l'aquaculture, donc principalement marine, notamment l'aquaculture et l'algoculture, dans lesquels la Guinée a vraiment des potentialités. Les habituels collaborateurs du pays présents à ce salon, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction par rapport à l'évolution des différents projets exécutés et réitérer également leur engagement au département. Aujourd'hui, ça atteint des résultats probants. Les perspectives, c'est une suite, essentiellement, avec des sujets certainement plus commercialisation, autonomisation des pisciculteurs, différents sujets qui sont portés aujourd'hui par les pisciculteurs et qu'il faut aborder pour que demain, ils puissent produire sans un appui du projet. La passion de la Guinée au salon halieutique aura ainsi marqué plus d'un. La délégation rentre avec beaucoup d'espoir de mieux accroître le secteur de la pêche pour en faire un réel levier de développement de l'économie du pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à la tête d'une délégation de son département, était au Sénégal. La mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la Guinée. On écoute le ministre Bachir Diallo au micro de Diaraï Diallo. On a discuté des axes de coopération, notamment des axes de coopération dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier organisé et qui menace nos États. C'est avec des actions concertées et coordonnées que nous viendrons au bout de ces menaces qui ne connaissent plus de pays et qui ne connaissent plus de frontières. Dans le prolongement de cette visite, j'ai eu l'opportunité, en compagnie de mon ami, d'être reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai profité donc de l'occasion pour lui transmettre les sincères remerciements et reconnaissance de son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à son homologue, frère et aîné, le président Macky Sall, pour son soutien inlassable pour une transition
apaisée en Guinée. Un important lot d'équipements vient d'être remis au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un geste de la Banque mondiale dont le coût est estimé à plus de 2 milliards de francs guinéens. Les détails dans ce reportage signé Mamad Alpha Baldé. Depuis le début de l'année, c'est le plus important don de matériel numérique reçu par le département de l'environnement. Des dizaines d'ordinateurs, d'imprimantes de tout genre et autres mobiliers de travail sont offerts au département. Un geste né du partenariat fécond entre le MED et la Banque mondiale à travers le projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnement. En fait, vous savez que le monde évolue aujourd'hui. C'est vrai, il y avait des équipements informatiques, mais actuellement, il faut quelque chose de plus performant. Donc, en fonction de leurs besoins, ils ont exprimé des besoins pour des photocopies, des imprimantes, des ordinateurs portables. Il ne suffit pas de livrer les équipements. Je ne souhaite pas revenir ici un an après trouver que les équipements sont en panne. Il faut qu'on veille là-dessus. À Conakry et à l'intérieur du pays, de nombreux services déficitaires de matériel de travail seront dotés dans les prochains jours. Une occasion pour les autorités d'insister sur l'amélioration des résultats à tous les niveaux. Avec 109 ordinateurs et tout ce qui est reçu aujourd'hui, c'est sûr que nous avons exactement tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre la politique du département en matière de protection de l'environnement. Nous remercions la Banque mondiale pour tous les efforts. Nous recommandons bien sûr à tous les cadres d'utiliser cela de façon rationnelle. Le coût du don est estimé à plus de 2 milliards 300 millions de francs guinéens. Il vient s'ajouter à la fourniture d'équipements qui ont déjà permis de meubler le nouveau bâtiment de 42 bureaux du ministère. À Sigiri, la Société des eaux de Guinée reprend service après plusieurs mois d'interruption. Le gouvernement, à travers la Direction générale de la SEG, multiplie les efforts pour assurer l'approvisionnement en eau potable dans les villes de l'intérieur du pays. Fodé Bangali Fofana. Après Cancan, Sigiri est la deuxième étape de la visite de terrain du directeur général de la Société des eaux de Guinée, SEG. Après 6 mois d'intenses travaux, la SEG renaît ici à Sigiri. La population, à travers les élus locaux, commence à regagner espoir. C'est une lueur d'espoir aujourd'hui parce que dès après son retour sur Conakry, nous avons constaté que les travaux avaient démarré pour la relance de la production. Aujourd'hui, l'eau est revenue dans les robinets, donc c'est une lueur d'espoir. Nous saluons son dynamisme. Mission, c'est d'accompagner effectivement et de faire un suivi des actions posées par la SEG sur le terrain. Les autorités ont conscience de l'intérêt que les consommateurs ont sur la qualité de l'eau qui leur est servie. Du coup, les autorités préfectorales de Sigiri ont demandé à la direction de la SEG de redoubler d'efforts pour une extension du réseau de distribution. Ici à Sigiri, en matière d'eau potable, beaucoup reste à faire, comme ce projet d'adduction d'eau du Grand Sigiri en cours d'exécution et qui connaît une certaine avancée. Le directeur général de la SEG est venu aussi s'enquérir de cette réalité sur le terrain. Il y a eu beaucoup de petits soucis autour de ce projet qui demande aujourd'hui une clarification et je pense que cela a été fait avec le concours du ministre du Budget, des Finances, mais aussi notre ministre. Et là, nous sommes en train de partir sur de bonnes bases pour finaliser ce projet. Pendant que le gouvernement, à travers la direction de la SEG, multiplie les efforts pour donner de l'eau potable à la population de Sigiri, au même moment, des personnes mal intentionnées s'évertuent à vandaliser les installations qui viennent à peine d'être réalisées. Dr Bernard Goumou, accompagné du ministre porte-parole du gouvernement, s'est rendu ce jeudi à l'ambassade de Turquie en Guinée. Suite au drame qui endeuille le peuple turc, le Premier ministre chef de gouvernement est allé au nom du président de la transition présenter les condoléances du peuple de Guinée au peuple turc à travers son ambassadeur accrédité en Guinée. Compte rendu Ousmane Bangoura. Suite au drame causé en Turquie, endeuillant de nombreuses familles, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, est venu présenter les condoléances du peuple de Guinée et du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, à l'ambassadeur de Turquie en Guinée. Le président, à la suite du Conseil des ministres, où il a fait observer une minute de silence
à la mémoire des victimes de cette tragédie qui touche à la fois les peuples turcs et syriens, nous a mandaté, le Premier ministre et sa délégation, à venir présenter à son Excellence l'ambassadeur de Turquie en Guinée les condoléances du peuple de Guinée en son nom, au nom du gouvernement, au nom du CNRD et au nom du peuple de Guinée. Nous sommes arrivés ici pour ça et dans les échanges, l'ambassadeur a bien voulu partager avec nous l'espace géographique qui est touché par ce tremblement de terre d'une magnitude extrêmement élevée. Donc il était de notre responsabilité, de responsabilité du président de la transition, au regard des relations séculaires avec la Turquie, de venir ici dire les condoléances du peuple de Guinée au peuple turc. Très touché par cette marque de sympathie, le diplomate turc accrédité en République de Guinée a saisi l'occasion pour rappeler l'excellence des liens d'amitié et de fraternité unissant nos deux peuples. Bien sûr que ça me touche directement au cœur. D'après ce qui s'est passé en Turquie, notre cœur pleure. Et de voir des amis, des frères qui viennent nous consoler un peu, ça ne peut nous faire que du bien. Nous avons eu la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour présenter les condoléances de son Excellence, Président de la Transition, et puis ainsi que le gouvernement et le peuple guinéen au peuple turc. Nous sommes énormément touchés par leurs gestes. La Turquie pleure et j'en suis sûr et certain que nos frères guinéens pleurent pour la Turquie aussi. Et c'est ce qui a dit Monsieur le Premier ministre qui m'a touché énormément. C'est leurs prières qui sont avec nous, avec les âmes perdues en Turquie. Il n'y a pas plus cher que ça, la prière pour les gens, pour la Turquie et pour les deux peuples. Avant de quitter l'ambassade, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a signé dans le cahier de condoléances pour marquer l'attachement de la Guinée aux vertus de la solidarité. A rappelé qu'une lettre de condoléances du président de la transition a été adressée au peuple syrien, également attristé par le même drame. C'est officiel, la Guinée décroche près de 60 millions d'euros pour la construction de 5 ponts dans le Grand Conakry. C'est un financement du gouvernement hollandais pour désenclaver plusieurs quartiers de la capitale. La coordination du projet visite les sites où ces ouvrages d'art seront réalisés. Aboubacar Junior Camara. 59 990 339 euros. C'est le montant obtenu pour la réalisation de 5 ponts dans le Grand Conakry. Celui de Kakimbo, Demoudoula, Kiroti, Kisoso et Kassonia. Ce projet est financé par le gouvernement hollandais à 50% de prêts et 50% de dons. À date, le contrat de travaux est signé, le contrat de la mission de contrôle aussi est signé et tous les ingénieurs sont déjà sur place. Et comme vous le voyez, on a commencé à faire le remblai. Et depuis le mois d'octobre 2022, le département des infrastructures et des travaux publics a délivré en faveur de l'entreprise l'ordre de service de démarrer les études géotechniques et les levées topographiques. Toutes les dispositions sont prises pour que les semaines à venir, qu'on puisse procéder au paiement des personnes impactées par le projet. Ce projet d'envergure prend en compte le bitumage de 7 km entre km 36 et Bentouraya qui désenclave le district de Kassonia. Déjà, le projet fait des erreurs. C'est un projet qui est tant attendu par cette population de Kassonia. Quand vous avez un problème de malade, il n'y avait pas pratiquement un pont où un engin peut passer rapidement. Donc si le cas de ce malade est grave, il sera obligé d'engendrer la mort. C'est une première dans ce district, un tel projet. Nous prions pour les initiateurs afin que ce projet de réhabilitation de cette route aboutisse. L'entreprise a déjà son avance de démarrage et le processus d'identification et d'indemnisation des impactés est en cours.
Lancement des travaux de construction du siège de la direction préfectorale de l'habitat de Forêt-Caria. Sa réalisation va coûter 700 millions de francs guinéens au département à travers le financement du Fonds national du foncier, de l'urbanisme et de l'habitat. Saint-Martin Fancinadouno. Ce plan architectural traduit les commodités de l'édifice qui va abriter le bureau préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Forêt-Caria. Le chef de cabinet du ministère de tutelle lance officiellement les travaux. Un projet longtemps attendu par les responsables et les techniciens de terrain de l'habitat de Forêt-Caria. Le bâtiment qui sera construit est composé principalement de 13 bureaux, dont le bureau de monsieur le directeur préfectoral, les bureaux des 3 chefs de section, à savoir la section domaine et cadastre, la section urbanisme, voirie et assainissement, et la section construction, contrôle urbain. Cette occasion, donc, nous la saluons. Nous remercions monsieur le ministre et son équipe pour avoir pensé à notre préfecture. Parce qu'un administrateur, sa valeur, c'est son bureau. Les mots vont me manquer. Mais traduire toutes nos satisfactions à son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, qui, depuis le 5 septembre 2021, est en train de poser des jalons qu'un politicien ne peut pas poser. Cette infrastructure sera bâtie sur une superficie de 2000 m², soit sur 4 parcelles. Pour le chef de cabinet, représentant son ministre, ce projet vient concrétiser la volonté du chef de l'État et celle du gouvernement à qualifier davantage les prestations de services déconcentrés de l'administration publique. L'amélioration des conditions de vie et de travail est l'un des soucis majeurs de notre département. La construction de ce bureau va, j'en suis sûr, améliorer le rendement et l'efficacité dans le travail. La réalisation de ce projet à Forêt-Caria permettra au cadre de franchir un pas important vers la digitalisation des documents administratifs de l'habitat dans la préfecture de Forêt-Caria. Avant de quitter Forêt-Caria, le chef de cabinet et la directrice générale de l'Agence guinéenne pour le financement de logements Agifil ont visité le site identifié et sécurisé pour abriter le projet de construction de logements sociaux dans la préfecture. Justice et lutte contre les détournements des fonds publics, la Cour des comptes s'inscrit dans une dynamique de moralisation de la vie publique. De nombreuses actions sont menées à travers des jugements des comptes des comptables publics et des audits sur des fonds tels que le fonds Covid et autres. Tierno Younoussaba. Lutte contre les détournements de fonds publics, la Cour des comptes constitue un pilier central dans le combat contre la délinquance économique. Une volonté affichée à travers sa mission de juger, contrôler, d'évaluer et de certifier. Les magistrats de la Cour ont compétence de juger les comptes des comptables publics, le compte des comptables des collectivités locales, entre autres. En clair, le parquet et les 5 chambres travaillent à une gestion saine des finances publiques. Les fautes de gestion sont constituées en 11 points, comme on appelle traditionnellement 11 cas d'ouverture de la faute de gestion. Ce sont des infractions commises souvent par les gestionnaires publics, par les comptables publics, par les contrôleurs financiers. Et il faut comprendre par gestionnaire public un maire, un ministre, et un directeur d'une entreprise publique, un directeur d'un EPA et toute autre personne en position de gestionnaire public qui engage en tout cas les finances de l'État, quel que soit son niveau de responsabilité. La Cour des comptes est une juridiction administrative. Elle est spécialisée en finances publiques. Comme chaque année, la Cour transmet un rapport annuel d'activité. Ce rapport est la résultante des contrôles menés en vue de la moralisation de la vie publique. Nous avons contrôlé des communes rurales, des communes urbaines, des entreprises publiques, des projets publics. Vous avez des projets de l'agriculture qui ont été contrôlés. Vous avez des projets de la pêche, par exemple le projet PRAO. Ces rapports particuliers, là, ce sont eux qui sont compilés. Les observations pertinentes contenues dans ces rapports sont insérées dans le rapport public annuel. Malgré les difficultés, la Cour veut gagner le pari de la moralisation de la vie publique. Elle compte couvrir l'ensemble du pays en vue de prévenir tous les manquements liés à la gestion des fonds publics.
Dans l'actualité également, comment mettre en place un dispositif durable de prévention? C'est la préoccupation des membres statutaires du comité de pilotage du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Il est question d'évaluer de façon participative les acquis enregistrés afin de s'atteler à relever les défis de la production à la commercialisation. Fodé Camara, Nabila Moussa Camara. Comment oxygéner la filière avicole en Guinée? C'est la préoccupation des membres statutaires du comité de pilotage du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. La feuille de route est d'évaluer les chemins déjà parcourus et formuler des recommandations pour la mise en œuvre de ce projet de promotion rurale. Ce comité a un double objectif en début d'année, celui de donner une vision claire sur l'exécution, notamment budgétaire du projet, mais également d'arbitrer sur les grandes activités qui seront, je l'espère, au cœur de l'année 2023. Notre rencontre est importante, elle nous poussera, je l'espère, à nous interroger sur la suite et à être à votre écoute pour envisager ensemble des ajustements. Au cours des années 2021-2022, avec l'appui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les partenaires techniques et financiers, ce projet a initié la formation des vétérinaires et autres efforts de préservation de la santé animale. C'est un projet très important pour le département parce qu'il porte sur un secteur qui figure parmi nos priorités, qui est le secteur de l'élevage. Et ce projet a été conçu pour mettre en avant ce secteur en formant des vétérinaires, en couvrant tout le pays de vétérinaires formés, parce qu'on ne peut pas parler d'élevage si la santé animale n'est pas assurée. Principaux résultats attendus: augmenter la productivité et lutter contre la pauvreté en milieu rural et urbain par un programme d'appui durable de l'aviculture fortement éprouvé récemment par l'épidémie de la grippe aviaire. Il y a effectivement une campagne nationale qui est prévue sur le territoire national pour pallier au mal qu'on a eu, à cette crise qu'on a eue durant l'année 2022, qui est la grippe aviaire. Une des composantes qui est la biosécurité, la technique de l'élevage couvrira certainement cet aspect qui est important et crucial pour la filière avicole et ses sous-filières. Les autorités du département de l'agriculture et de l'élevage et responsables du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole sont à pied d'œuvre afin de présenter un meilleur résultat en cette année 2023. Pour la toute première fois, des caméras seront installées dans les centres d'examen en Guinée. À 5 mois des examens nationaux, le ministère de l'enseignement préuniversitaire reçoit des caméras de surveillance, un don de la fondation NCA Assurance pour la moralisation des examens nationaux. Abdelaziz Baldé pour les détails. La crédibilité et la moralisation des examens nationaux sont prises à bras le corps par le gouvernement guinéen. Réussir un examen sans fausse note, voilà le souhait du ministère des tutelles. Aujourd'hui, NCA Assurance, à travers la fondation, accompagne l'initiative. À date, plusieurs caméras de surveillance sont mises à la disposition du ministre Guillaume Awing. Ces équipements vont permettre de professionnaliser l'organisation des examens nationaux. Que les gens comprennent que l'État guinéen a besoin aujourd'hui de la primeur, de l'excellence. Et ces caméras, que ce soit au niveau dissuasif ou le reste, vont permettre une dynamique pour que l'éducation puisse, les jours à venir, les années à venir, remonter au niveau du système scolaire. Outre ces caméras de surveillance, plus de 2000 kits scolaires sont aussi remis au numéro 1 du département de l'enseignement préuniversitaire. Des kits destinés aux élèves de l'intérieur du pays, souvent défavorisés. Ces actions s'inscrivent non seulement dans les missions de la Fondation NCA, nous-mêmes dans nos problématiques RSE que nous avons l'obligation de porter dans les pays où nous sommes implémentés, mais également ces différents points rejoignent des défis que nous constatons au niveau du système éducatif guinéen. Cette année, nous nous sommes dit qu'il faut installer des caméras de surveillance dans les salles d'examen. Nous l'avons dit, nous allons le faire et nous avons des dons dans ce sens. Nous avons des structures qui nous accompagnent, qui sont dans notre esprit, qui ont compris qu'il n'y a pas mieux qu'un examen mérité. Il n'y a pas pire qu'une formation bâclée. Donc NCA Guinée s'est inscrit dans cette logique. Pour les examens nationaux de cette année, plusieurs innovations verront jour. Au-delà de ces différentes caméras de surveillance de haute portée,
Des codes QR seront aussi installés à travers tous les centres d'examen. Je vous le disais dans les titres, une belle expérience de modernisation des programmes de la filière menuiserie est en cours au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 17 formateurs issus des CFP, dont 5 venant des ateliers informels, viennent d'acquérir des compétences sur les nouvelles approches en menuiserie. La production des meubles de qualité sur place et avec des menuisiers locaux est l'enjeu de cette initiative exécutée par l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Thierno Ousmane Diallo, Amarako Bassouma. La filière menuiserie dans les centres de formation professionnelle est l'une des plus importantes. La modernisation du programme de formation de cette filière fait partie des actions entreprises par le ministère à travers l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. L'expertise étrangère est mise à contribution pour améliorer le design, affiner la finition et fournir des œuvres de qualité à mesure d'inciter davantage à la consommation locale. Ils ont été dessinés et conçus par des designers et ça a tout transformé. Voilà, on n'a utilisé ni pointe ni mastic et c'était fait dans la tradition. Et avec peu de moyens, je pense qu'on a fait des ouvrages de qualité. On n'a pas à envier à ce qu'on trouve à l'extérieur. On en est à cette deuxième session de perfectionnement en menuiserie. Donc on fait des efforts au niveau de l'AMPET pour vraiment une montée en gamme en termes de prestations de qualité de nos formateurs. Les défis sont réels, ils sont existants, mais c'est en faisant ce type d'effort que nous allons atteindre, comme le dit souvent Monsieur le ministre, le point de non-retour au sein de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. En investissant dans le rehaussement du niveau des formateurs en menuiserie, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers l'AMPET, espère donner une autre image à ce secteur d'activité professionnelle à partir des différents CFP du pays et ateliers informels ici représentés. C'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir. Au lieu d'investir dans les économies des autres pays, dans la fabrication du mobilier, je pense qu'il sera de plus en plus question d'investir sur du contenu local et de la production locale. Mais encore faudrait-il que cette production soit de qualité. Nous nous employons maintenant à qualifier la formation, mais aussi à sensibiliser nos compatriotes à embrasser ce métier. En marge de cette activité, le ministre de l'Enseignement technique a apprécié l'évolution du chantier de construction et de rénovation de l'AMPET de Matoto et destiné à former les formateurs des écoles professionnelles. Le Comité national de l'Union révolutionnaire des femmes du PDG-RDA organise une journée de recueillement à la mémoire de l'héroïne nationale Mbalia Camara, assassinée en 1955. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran au Cases de la Belle-Vue pour commémorer le 68e anniversaire de sa disparition. Diene Hassani. 68 ans jour pour jour que l'héroïne nationale Mbalia Camara nous a quittés. Cette figure emblématique de l'indépendance guinéenne continue d'être magnifiée par de nombreux Guinéens, parmi lesquels figure en bonne place le Comité national de l'Union révolutionnaire des femmes du PDG-RDA. Ce comité a organisé cette cérémonie de recueillement pour commémorer le 68e anniversaire de l'assassinat de l'héroïne nationale Mbalia Camara, une femme engagée assassinée à la fleur de l'âge le 9 février 1955 à Tondon. Chaque 9 février, le PDG RDA fait la lecture du Saint-Coran pour ma grand-mère. C'est le lieu de remercier la famille du feu président Ahmed Sékou Touré. C'est un devoir pour nous d'effectuer ça chaque année. Parce que Mbalia Camara n'a pas été pour nous comme une femme comme ça. Elle était une responsable du parti. En ce moment-là, c'est son mari qui représentait le parti à Tondon, Labaya. Et Mbalia a été la présidente des femmes du PDG-RDA. Cette rencontre religieuse est une belle opportunité pour les participants de revenir une fois encore sur les œuvres des pionniers du combat contre l'impérialisme en Guinée.
Le livre saint de l'islam est lu plusieurs fois en entier pour le repos de l'âme des illustres disparus et la paix en Guinée. Mbalia Camara fait partie de ces icônes qui ont accepté de se donner pour que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de cette république, de cette liberté, de cette dignité. Et le PDG, dans sa tradition, n'oublie jamais ses combattants. Le PDG n'oublie jamais ses martyrs. Le PDG n'oublie jamais ses partisans. À l'issue de cette cérémonie religieuse, il a été question pour les initiateurs de formuler des prières et des bénédictions en la mémoire de Mbalia Camara. Un moment d'intense spiritualité suivi par la pose de la gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Le grand marché de Anta, en haute-banlieue de Conakry, connaît son énième incendie. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Une cinquantaine de boutiques est partie en fumée dans un incendie causé par un court-circuit. Sona Sagno Fodebari. Plusieurs boutiques consumées dans un incendie au grand marché d'Antag, dans la commune de Matoto, ce jeudi, vers 4 h du matin. Réveillés par les flammes, les commerçants ont tenté sans succès de maîtriser le feu avec l'appui des syndicats, de la police et de la gendarmerie. Je suis victime de cet incendie que vous venez de voir. Vraiment, je demande les bonnes volontés de m'aider. Parce que je suis dans une situation, je ne pourrais même pas dire. Il y a l'argent des gens, parce que je travaille avec la confiance. J'ai un capital de 50 millions pour faire les devises. Tout ça là, voilà ici ce qui me reste. Et ce qui reste, tout est en fumée même. Les services de sécurité qui étaient là, qui m'ont appelé, les services de gardiennage, ils m'ont dit que le général, le marché a pris feu. Effectivement, quand je suis venu, j'ai fait le constat, j'ai trouvé que le marché a pris feu. Nous sommes sur le terrain pour essayer d'évaluer, parce que les autorités attendent ce rapport-là pour essayer en quelque sorte de faire une estimation de ce qui va sortir des dégâts. Selon les informations, l'origine de l'incendie serait électrique. Les pompiers s'emploient pour contenir les flammes. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. On est venu au nom du président de la Chambre de commerce pour consoler et montrer aux commerçants, aux artisans qui ont perdu leur effet ici, qu'il y a des responsables. Il y a les gens qui sont avec eux, qui sont là, qui vont les assister, qui vont les accompagner et les encourager. On est venu constater s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais alhamdoulilah, ça n'a pas été fait, mais il y a eu des dégâts très énormes, des dégâts matériels. Donc nous sommes là pour les consoler. Le maire de la commune de Matoto, les représentants des commerçants Goa et la Chambre régionale du commerce ont exprimé leur solidarité et leur compassion. Fini ce journal grand. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ces 4 jours. Demain, vous serez avec Oumou Touré. Très bonne suite de programmes sur la RTG et à très vite.